Merci d'être là avec nous pour cette soirée, cette première sous ce format-là. Mais on a voulu ouvrir une soirée un peu particulière qu'on a intitulée Les entretiens pédagogiques de Neher. D'abord parce que c'est l'Institut André Neher à l'intérieur du campus FSJU qui organise cette soirée. L'Institut André Neher, c'est l'institut qui se consacre à l'école juive, à l'intérieur du campus, qui est un organisme de formation plus générale. Il y a différents instituts, un en direction du social et du médico-social et de la petite enfance qui s'appelle l'Institut Léon Ashkenazi, un institut en direction de la jeunesse et de l'éducation informelle qui s'appelle l'Institut J.P. Bader. À chaque fois, on a pris une personnalité de la communauté qui a marqué son temps et l'histoire de la communauté. Et un institut qui se préoccupe de formation dans le secteur de la vie associative et culturelle qui s'appelle l'Institut Edgar Gage. À chaque fois, donc, des personnalités qui ont créé la communauté juive dans sa morphologie après la Seconde Guerre mondiale, parce que toutes ces personnes-là se sont illustrées, chacun dans leur secteur, pour donner à la communauté juive de France sa physionomie actuelle. Et c'est important, à travers des instituts de formation, de pouvoir ainsi leur rendre hommage et de pouvoir vous proposer en tant que professionnel ou bénévole d'association des formations qui soient adaptées. Le campus FSJU étant la grande maison qui regroupe tous ces instituts de formation. Mais en vous le disant, j'en oubliais un qui a une autre histoire, qui est celui qui se consacre à l'hébreu, au développement de la langue hébraïque, et qui s'appelle l'Institut Eliezer Ben Yehuda, qui n'est pas français, mais qui est quand même symbolique de la renaissance de la langue hébraïque. Et donc, pour tout ça, c'est vraiment la reconstruction de la communauté et d'identité juive telle qu'elle a pu se développer, pour nous essentiellement, après la Seconde Guerre mondiale. Donc ces entretiens pédagogiques pour s'entretenir, parce que nous sommes globalement entre professionnels de l'éducation. Il y en a quelques-uns, moins nombreux forcément, qui sont sur l'estrade, mais il s'agit bien de s'entretenir avec vous, qui êtes également des professionnels de l'éducation, que vous soyez enseignant de Kodesh, enseignant de Chol, que vous soyez directeur, chef d'établissement ou responsable pédagogique. On partage le même métier et un certain nombre de préoccupations. La préoccupation qu'on aborde ce soir, vous le savez, c'est comment renforcer la motivation des élèves pour le Kodesh. C'est une question qu'on se pose en permanence lorsqu'on enseigne, et lorsqu'on enseigne particulièrement les études juives, parce que cette motivation ne va pas de soi, elle n'est pas construite et renforcée par le système. Lorsque dans un établissement scolaire français, on a d'un côté les enseignements de matière juive et les enseignements de matière générale, on sait bien que la motivation pour l'enseignement général, elle va de soi parce qu'au bout du compte, il y a une valorisation par rapport à des examens, par rapport à un avenir professionnel. Donc ça ne veut pas dire que tous les enfants sont motivés pour les matières générales, mais a priori, le système est fait pour que ça pousse vers cette envie, vers ce besoin, parce que ça mène à quelque chose, un métier, une situation sociale, une existence professionnelle par la suite. Bien sûr, ça a d'autres vocations, en termes de culture, en termes de formation de l'être, mais tout ça est entraîné, et on le voit bien, avec le poids, notamment pour les parents, de la réussite aux examens. C'est demain soir le résultat du bac. C'est symbole de quelque chose vers quoi les parents et les enfants, à un moment donné de leur vie, tendent. Pour l'enseignement juif, c'est pas si simple. Ça ne mène à rien de concret dans la société française. C'est une formation de soi, c'est une formation identitaire, ça répond à des besoins, bien sûr, mais ça ne mène pas, sauf dans de très rares cas, à un métier. C'est pas parce qu'on va être bon en études juives qu'on sera forcément un bon médecin ou un bon ingénieur.
même si ça peut aider, même si ça donne un plus. La motivation, elle ne se trouve pas dans le système scolaire français d'emblée. Alors, il y a bien sûr d'autres sources de motivation pour un enseignement comme celui-ci. La motivation familiale. Mais là aussi, ce n'est pas si simple. Vous le savez comme moi. Quelle est la motivation essentielle des enfants qui sont à l'école juive et des parents qui mettent leurs enfants à l'école juive? Bien sûr, il y a les études juives. Mais est-ce que c'est la première priorité? Pour bon nombre de parents, pas vraiment. Ça veut dire que même là, le milieu familial n'est pas toujours porteur. La difficulté de la motivation parentale, c'est aussi qu'elle évolue dans le temps. Non pas du côté des parents, mais du côté des enfants. Si c'est le souhait des parents, lorsque l'enfant devient un adolescent et qu'il est amené à remettre en question toutes les évidences parentales et familiales, alors du coup, la motivation pour le Kodesh peut être aussi faire partie du lot. Vous me forcez à étudier ça, mais ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon désir. Donc le fait que cette motivation soit portée par les parents n'est pas toujours une chose facile. Enfin, vous le savez, certains parents sont en décalage, simplement en décalage par rapport aux objectifs de l'école. Ils n'ont pas forcément les mêmes options religieuses que l'école. Parfois plus, parfois moins. Mais ce décalage fait là aussi que la motivation portée par les parents ne se transmet pas forcément aux enfants et n'est pas si simple à mettre en œuvre, même si c'est un élément important, mais il ne peut pas être suffisant. Et on ne peut pas, nous, enseignants de Kodesh, se fonder là-dessus pour dire « c'est bon, les parents vont soutenir leur enseignement, ça va aller tout seul ». Alors on se dit parfois, il faut transmettre à nos élèves la compréhension du devoir de l'étude, de la mitzvah limoud. Mais là aussi, ce n'est pas si simple pour un enfant, pour un adolescent. De se dire, bah oui, toute personne, tout humain juif a un devoir de limoud Torah. Ce n'est pas si simple. Je ne vais pas rentrer dans les problématiques liées à la mitzvah de limoud ou par rapport à celle du chinour. Ce n'est pas l'objet de notre réflexion ce soir. Mais ce n'est pas si simple. Et bien souvent, même si on peut avoir un objectif temporel qui est l'objectif de la bar mitzvah, parce qu'il faut se préparer à quelque chose, mais c'est comme se préparer à un examen. On le sait, ce n'est pas ça qui rend savant. On apprend pour l'examen. Et puis après, si on n'a pas valorisé la matière que l'on étudie d'une autre manière, alors on se dépêche d'oublier ce qu'on a appris parce qu'on a le sentiment que une fois qu'on a l'examen, ça y est, on sait, on n'a plus besoin de faire d'efforts, on n'a plus besoin d'étudier. Un dernier paramètre interpelle la difficulté de l'étude. On est dans une société aujourd'hui où les enfants ont l'habitude de la facilité. Quand je veux savoir quelque chose, c'est simple. Il y a quelques années, je cherchais sur l'ordinateur. Aujourd'hui, je cherche sur le téléphone. C'est tellement plus simple et plus rapide. Pas besoin d'effort. En quelques secondes, vous avez la réponse à votre question. Est-ce qu'on a besoin d'étudier? Est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête à étudier un texte de Gemara quand notre besoin essentiel, c'est d'avoir la halakha? On cherche. Il y a des sites pour ça. Question-réponse. J'ai besoin de savoir. Je vais chercher. Pourquoi je vais étudier? Pourquoi je vais me confronter à un texte qui peut être difficile? Et on entend parfois les jeunes nous dire, mais pourquoi il faut interpréter le texte de la Torah? Pourquoi on ne dit pas les choses simplement? Pourquoi il faut faire un effort pour obtenir ce savoir alors qu'aujourd'hui on est dans une société où on a l'impression que l'effort est un obstacle au savoir? Alors, vous allez le voir autour de cette soirée, on va réfléchir à comment, malgré tout, dans ce contexte que j'ai brossé très rapidement, il faut essayer de renforcer la motivation de nos élèves pour l'enseignement du Kodesh. Et avec différentes approches,
Pourquoi c'est important? Comment utiliser des méthodes d'études qui vont être une stimulation de l'enfant et comment elles vont le stimuler? Comment créer un cadre qui va faire en sorte que l'enfant ait le goût? Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif de l'école, l'objectif du prof de Kodesh doit être avant tout d'arriver à transmettre l'envie d'étudier. Et pour commencer ce propos, je voudrais réfléchir avec vous à l'un des aspects, qui est celui de la relation que le maître instaure avec son élève. Parce qu'au-delà de la matière, au-delà du contenu, au-delà donc des méthodes d'apprentissage, du Chumash, de la Tfila, de la Gemara, il y a un élément essentiel qui est un élément de vécu. Comment nous, en tant qu'enseignants, transmetteurs de savoir, mais pas que, on est capable de donner à nos élèves, j'allais dire nos enfants, mais c'est la même chose d'une certaine façon, comment on est capable de faire en sorte que, contrairement à la chanson d'autrefois, lorsque l'école est finie, on ne brûle pas les livres avec le maître au milieu. Les plus jeunes, évidemment, ne connaissent pas cette chanson, c'est normal. Mais cette volonté de dire, une fois que l'école est finie, c'était du scolaire. Alors le scolaire, c'est pour l'école. Mais dès que je quitte l'école, le scolaire, c'est plus mon affaire. Comment faire en sorte que cette étude de la Torah au sens large soit une préoccupation de toute leur vie, si au niveau de la relation, du vécu, de l'expérimentation d'un moment d'étude, ils n'en ressortent pas grandis, ils n'en ressortent pas illuminés par ce qu'on aura mis en œuvre. Alors ça peut paraître parfois iconoclaste, décalé, se dire à l'école on fait cours. Alors il y a des règles à un cours. Oui, mais on le sait, c'est valable pour toutes les matières. Il y a des enseignants qui donnent envie et d'autres qui, au pire des cas, rebutent. Or, pour l'enseignement du Kodesh, c'est pas comme, j'ai rien contre les mathématiques, mais c'est pas comme les mathématiques. Si on n'a pas le goût des mathématiques, on ne va pas devenir un grand scientifique, c'est pas grave. On sera peut-être quelqu'un de très bien, humainement parlant, en ayant d'autres compétences qui ne sont pas les matières pour lesquelles je ne vais pas avoir besoin des mathématiques. Mais si l'élève a une relation au Kodesh qui ressemble à celle qu'un élève classique peut avoir vis-à-vis des mathématiques, ou de toute autre matière, bien évidemment, alors on a perdu. Si pire, et malheureusement ça arrive, l'enfant qui sort de notre classe ou de notre établissement est dégoûté par la Torah qu'on a essayé de lui enseigner, alors qu'est-ce qu'on a fait? On aurait mieux fait de rester chez nous, de ne rien faire. Parce que ce qu'on a fait, en voulant lui imposer une Torah d'une manière inappropriée, on l'a éloigné de la Torah. Si on ne le rapproche pas, si on ne lui donne pas le goût, même si on en fait un savant, qu'est-ce qu'on a fait? La préoccupation de la motivation, elle n'est pas simplement qu'un enfant soit capable d'étudier, qu'il puisse faire des devoirs, qu'il puisse apprendre. Il est qu'est-ce qu'il va faire de cette Torah pour que cette Torah soit une Torah de vie pour lui. C'est-à-dire qu'elle puisse l'habiter, qu'il puisse sans arrêt se confronter à elle pour se construire. Non seulement comme un juif pratiquant, même si c'est essentiel, mais aussi comme un juif qui pense son identité, qui la réfléchit, qui en est fier, qui en fait quelque chose de vivant, qu'il pourra un jour transmettre à ses enfants. Donc sortir de la classe en ayant fait en sorte que certains élèves n'aient pas envie d'y revenir, c'est bien pire que si j'ai raté un cours de maths, d'histoire ou de français.
Alors cette question de la motivation, elle est essentielle. C'est pour ça que le premier élément qu'on doit construire, c'est l'élément relationnel. Comment je vais faire en sorte que dans ma classe, il y ait un climat qui donne envie à l'enfant de revenir dans ma classe. Et que ce qu'il y vit va suffisamment l'intéresser, le stimuler, pour qu'il ait envie de continuer lorsqu'il ne sera plus avec moi dans une autre classe ou après l'école à étudier. Le cadre relationnel, il nous est présenté par Rabbi Shimon ben Eleazar dans le texte de la Gemara de Sota, que vous connaissez certainement, 47a. Il faut spontanément repousser de la main gauche et retenir de la main droite un enfant. De quoi nous parle-t-on? On a tous une main droite et une main gauche. Et pourtant, certains enseignants sont manchots. Ils n'ont qu'une main gauche. D'autres n'ont qu'une main droite. Ceux qui n'ont qu'une main gauche sont dans une position de jugement, de culpabilisation, de sanction vis-à-vis d'un enfant qui n'arrive pas à comprendre comment progresser dans son étude. Et au lieu de donner l'envie, il peut provoquer l'inverse. Mais d'autres n'ont qu'une main droite. Mais avec la main droite, on propose un monde mou, flou. On a l'impression que finalement, tout se vaut, tout est pareil. C'est jamais grave. Même lorsqu'on rate, c'est jamais grave. Il n'y a rien de grave finalement. Il ne nous arrive rien lorsque on ne se conforme pas à la règle. Mais là aussi, on se perd. Parce que lorsque l'enfant sera confronté à l'extérieur de l'école, à un monde où d'autres jeunes, comme lui, vont être avec des certitudes, vont être avec des valeurs, vont être avec des défis, il risque de partir ailleurs. C'est aussi comme ça que dans la France d'aujourd'hui, malheureusement, on recrute dans d'autres populations des terroristes parce qu'on lui donne des convictions, un cadre dans lequel il peut se retrouver, il se bat pour quelque chose, alors qu'avant, il était dans le ventre mou d'une société qui ne sait plus très bien quelles sont ses valeurs. Alors le défi qui nous est donné, c'est d'être avec deux mains, une main gauche et une main droite. Le monde de la main gauche, c'est le monde du cadre de référence. Je dois savoir où je suis, quelle est ma limite, quelle est ma vision du monde. Mais ma vision du monde, c'est la mienne. L'interdit, c'est un interdit structurant. Parce que dans ce cadre, je vais donner du sens. Je ne vais pas donner un cadre qui va apparaître comme étant arbitraire. Je vais donner un cadre qui est porteur de sens. Les gestes, les interdits, les permissions, tout ça, ça mène quelque part. C'est pas juste pour m'embêter. C'est pas juste pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. C'est une direction. Le monde de la main gauche, c'est un monde de règles, mais un monde d'équité, de justice, où il n'y a pas de place pour le jugement à l'emporte-pièce. C'est un monde qui doit se justifier. Chaque règle a sa raison. Elle n'est pas imposée parce que quelqu'un, un jour, a une idée saugrenue qui lui sort de la tête, mais elle a des références. Il y a un raisonnement. Il y a de la rationalité derrière. Même pour les choukim, il y a un cadre, il y a du sens, même si on n'a pas la raison du commandement.
Le fait que ce soit un chok, un décret, nous place dans un type de relation à Dieu bien spécifique et nous place dans une relation de confiance. Dans le monde de la main gauche, je dois être cohérent entre mes paroles et mes gestes. Je ne demande pas à un élève d'arrêter de crier quand je suis en train de lui crier dessus. Je ne lui demande pas de garder sa bouche quand je ne suis pas capable de le faire pour la mienne. Je ne lui demande pas, je ne lui interdis pas son téléphone portable quand je réponds à ma conversation, à un appel téléphonique pendant mon cours. Je suis cohérent avec moi-même. Et du coup, mon comportement est un cadre, est un modèle qu'il peut contester, mais auquel il doit se confronter avec rationalité, avec argument, parce que les choses sont pensées, sont réfléchies, elles ne vont pas de soi et elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. L'homme ou l'enseignant de la main droite, il est bienveillant. Vous avez remarqué, bien sûr, que dans la discipline positive dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et qui se développe, et tant mieux, on parle de fermeté avec bienveillance. Main gauche plus main droite. C'est juste une question de terminologie. Mais la bienveillance, c'est pas juste de laisser l'enfant faire tout ce qu'il a envie de faire pour ne pas le contrarier. C'est le prendre au sérieux. C'est l'écouter. C'est faire en sorte que sa parole, elle a un sens. Et que lorsque un enfant se trompe, il a parfois raison de se tromper. Parce que ce n'est pas la réponse qui compte, c'est le raisonnement qu'il a utilisé pour arriver. Et si je ne l'accompagne pas dans la déconstruction de son raisonnement, alors ça ne sert à rien de lui dire « tu as tort ». C'est faux, c'est nul ce que tu dis, parce que c'est un jugement de valeur et que ça, c'est pas de la bienveillance. Être bienveillant, c'est accompagner l'enfant dans ses échecs. Tout le monde a le droit de se tromper ou d'échouer ou de rater. Pourquoi? Nous, on n'a jamais rien raté, mais c'est de lui dire, avec lui, je regrette que tu aies échoué. Je suis contrarié comme toi que tu aies raté quelque chose. Essayons de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, pour que tu trouves le moyen, de manière autonome, la prochaine fois, de réussir. La bienveillance est un accompagnement. L'enseignant, il fait du chinour, il introduit. Hanouka Tabayik, c'est l'introduction vers la maison. Il introduit l'enfant dans le monde adulte. Il l'aide à se construire. Il n'est pas là en train de le sanctionner, de le juger. Qui peut savoir? Et nous, on le sait, lorsqu'on a un peu de recul dans la vie, que l'enfant qu'on a connu cancre, il peut devenir quelqu'un de très bien. Mais l'enfant qu'on a connu bon élève, peut-être qu'il ne va pas s'épanouir comme on l'aurait pensé. Qui peut savoir ce qu'un enfant va devenir? Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est ce que nous lui disons et ce que nous induisons dans l'image qu'on renvoie de lui. Déplorer un échec, c'est l'accompagner vers une réussite qui lui permettra de progresser dans la vie. Nous sommes tenus en tant qu'enseignants d'avoir nos deux mains et de les utiliser. Parfois en décalé dans le temps, parfois presque en même temps, parce que nous n'avons pas le droit d'être manchots. Être manchot, c'est atteindre l'intégrité de l'élève, de l'enfant qui est en construction. Utiliser ses deux mains, c'est lui permettre de se construire dans une relation à l'enseignement et à l'étude de la Torah qui soit positive. Parce qu'on lui aura donné un cadre dans lequel il peut évoluer. On lui aura permis d'être lui-même à l'intérieur de ce cadre et de progresser et de développer son potentiel. Mais par là, plus que ce qu'on lui aura donné au niveau éducatif, on lui aura aussi montré que la Torah est bonne pour son propre développement, que son raisonnement sur le Chumash, même s'il n'est pas en accord avec Rashi, il a peut-être quelque chose à dire et que peut-être
il est en train de construire un nouveau commentaire qui n'a pas encore émergé, qui était dans le texte, qu'il attendait patiemment, qui vienne, lui, le petit bambin ou la petite jeune fille, qui vient donner et mettre son grain de sel pour que la Torah soit encore un peu plus complète. Notre devoir, c'est de créer ce cadre à l'intérieur de la classe pour que l'enfant se dise « j'ai du plaisir à étudier parce qu'on me respecte et que l'étude me permet d'aller plus loin dans ma vie ». Alors, si on a réussi ça, laissons-lui le temps, tout au long de sa vie, d'étudier. Parce que sa vie, Dieu nous en préserve, ne s'arrête pas lorsqu'il quitte notre classe. Il a jusqu'à 120 ans pour se construire. Il a jusqu'à 120 ans pour apprendre et pour devenir un juif savant. Mais pas seulement savant, un juif construit. C'est notre objectif et c'est pour ça qu'il faut qu'on le motive. Maintenant, il m'appartient d'être aussi l'introducteur de nos autres intervenants et c'est avec un grand, grand plaisir que j'aurais pu le faire au tout début, mais je voulais garder pour la suite de notre soirée un grand plaisir d'avoir à mes côtés. Je vais commencer par celui qui est le plus éloigné physiquement, mais d'une certaine façon, le plus proche intellectuellement, c'est le Rav Weingart. Plus proche intellectuellement parce que j'ai eu la chance d'être son élève pendant plusieurs années à la Yeshiva de Montreux et que, d'une certaine façon, je pense que je peux le dire comme ça, ce qui a pu vous plaire aujourd'hui, dans ce que j'ai pu dire ce soir, probablement que je lui dois beaucoup. Le deuxième, c'est un ami très proche, Adam Waknin, avec qui j'ai eu aussi la chance d'étudier et qui est aujourd'hui directeur du groupe scolaire Etzraïm à Saint-Maur. Et on a non seulement été compagnons d'études, mais on est devenu formateur d'enseignants en même temps, au tout début de l'histoire de l'Institut André Neher, dans la première promotion en 1993, et tout ça, ça donne de la proximité. Le plus proche, physiquement, n'est pas le plus loin. David Uzan, directeur de l'école Akiba à Strasbourg, est aussi, d'une certaine façon, même si nos propos seront différents, ils sont dans une même veine, et je pense que c'est ça qui est important, de vous donner aussi de la cohérence. David Uzan est aussi formateur d'enseignants, formé par l'Institut André Neher, et intellectuellement, on a aussi beaucoup de choses en commun, et je pense que c'est ça qui était intéressant ce soir. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par Rav Weingart, qui est non seulement docteur en droit, professeur de Talmud, Rav, il a un cours de droit comparé à la Sorbonne entre droit hébraïque et droit des nations. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, 6 volumes notamment d'une série d'ouvrages droit talmudique et droit des nations que vous pourrez trouver grâce à notre partenaire, l'éditeur, les éditions Lishma, à la sortie, que vous avez pu voir déjà en entrant. Il est aussi l'élève d'un maître important du début du siècle qui s'appelle le Rav Yechiel Yaakov Weinberg, le Sridei Esh, qui fut l'un des grands maîtres et décisionnaires au milieu, non, dans la première moitié du XXe siècle. On est déjà au XXIe siècle, il faut faire attention. Et il a notamment reçu pour ses ouvrages le prix de littérature rabbinique de Jérusalem en 2000. Rav Weingart, à vous la parole. Merci beaucoup, Patrick. Plus que tu as eu le privilège de m'avoir comme professeur, j'ai eu moi le privilège de t'avoir comme élève. Comme je vois ici à la fois notre grand et cher ami Adam Waknin et également M. Gold, je ne peux pas me retenir de dire Mazal Tov à ce couple qui ont eu ce lundi le privilège d'amener ensemble leur petit-fils à la Brit Mila. Et en même temps, je me rappelle une petite anecdote que m'a dit un jour Josie Eisenberg, Zichrono Livracha,
qu'il y avait une fois 2 élèves qui étaient sur un poste à l'université, et un était non-juif et l'autre était juif. Et alors, le premier qui a passé, c'était le non-juif. Il est resté là-bas, il s'est fait interviewer pendant 1 heure de temps. Puis alors, après qu'il a terminé, arrive le juif, et puis alors, l'intervieweur lui dit il n'y a plus rien à faire, j'ai déjà pratiquement engagé l'autre. Il dit, vous n'avez pas le droit, c'est un poste en concours, vous êtes obligé de m'interviewer. Il dit, écoutez, je veux bien pour la forme, mais vous n'avez aucune chance. Je dis, pourquoi j'ai aucune chance? Il dit, parce que pour le poste en question, j'ai besoin de quelqu'un avec une mémoire fabuleuse. Et votre collègue, il a su me raconter tout ce qui lui est arrivé dans la vie depuis l'âge de 3 ans. Alors, le juif le regarde et il dit, mais c'est rien. Moi, je peux vous raconter tout ce qui m'est arrivé dans la vie depuis l'âge de 8 jours. Alors, hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Mais à ce moment-là, j'ai définitivement perdu mes chances d'avoir ce poste. Alors, je vais commencer par d'abord ce qui m'est arrivé aussi très tôt, pas à l'âge de 8 jours, mais à l'âge de 6 mois, et qui peut-être m'a donné une espèce de réflexion par rapport à la motivation dont parlait Patrick. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 mois dans un tragique accident. Accident voulu ou pas voulu lorsqu'il est monté à la yeshiva à Montreux pour donner son cours. Et je n'ai donc pas eu l'occasion de le connaître. Et à chaque fois que je retrouve une lettre qu'il a écrite, des écrits qu'il a publiés, c'est ma seule manière pour me recontacter avec lui. Et dans ce sens-là, j'ai peut-être compris la première motivation. La motivation que chacun de nous a, c'est de se mettre en contact avec l'Éternel. L'Éternel pris dans tous ses sens. Et on n'a pas eu l'occasion également, on n'est pas prophète, de connaître Dieu d'une manière personnelle. Mais on a ses écrits, on a ses lettres. Ses écrits, ses lettres, c'est la Torah. Et alors, en se connectant à chaque lettre de la Torah, c'est à travers cette connexion-là que finalement on se connecte également avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le premier élément qui est très important de faire part à tout enfant à qui on enseigne. Tu n'étudies pas n'importe quel texte. Tu étudies un texte qui, à travers lui, tu vas te mettre en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a écrit ces mots. Donc quand j'étudie ces mots-là, je suis en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier élément qui me relie à mon père que je n'ai pas connu depuis l'âge de 6 mois. Un deuxième élément, et là je remonte un peu plus tard, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à étudier la Gemara avec mon cher oncle que vous avez connu, qui était mon oncle David. David Yehuda Bochko, le frère de ma maman. C'est la première fois que j'ai ouvert un texte de Gemara, c'était avec lui. Et quel texte j'ai étudié avec lui? J'ai étudié un texte qui le Perek connaissent dans Masechet Bava Kama, le 6e Perek, le 6e chapitre du traité de Bava Kama, où on parle d'un type qui avait, dans une écurie, il avait un bœuf, puis voilà qu'il a mal fermé son écurie, et puis le bœuf est parti, et il a créé un accident. Et alors, sur qui repose la responsabilité de cet accident? Peut-être sur moi, parce que j'ai mal fermé la porte de l'écurie. Puis quand j'ai réfléchi à ce texte que j'ai étudié à l'âge de 7 ans, avec mon oncle David, je me suis demandé, qu'est-ce qu'un enfant au bord du lac Léman, au bord du Genevois disent du lac de Genève, enfin, peu importe, hein, qu'est-ce qu'il en a à en faire de ce bœuf qui s'est enfui d'une écurie? Qu'est-ce que ça me concerne, moi? Mais finalement, en réfléchissant, j'ai compris qu'il y avait ici une différence essentielle entre l'ensemble du monde juridique et puis le monde juridique du Talmud. Effectivement, dans l'ensemble des systèmes de droit, c'était comme ça déjà à l'Antiquité, et ça continue d'être comme ça également aujourd'hui,
qui c'est qui s'occupe de ces problèmes de droit? Ce sont les gens qui étudient le droit. Alors, lorsque j'aurai un problème, j'irai chez ces gens-là pour m'informer quels sont mes droits. Et dans ce sens-là, il y avait à l'époque romaine, l'époque du VIe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait des écoles spécialisées à Constantinople et autre part à Byzance. Il y avait des écoles spécialisées pour les élèves qui voulaient étudier le droit. Mais celui qui ne voulait pas étudier le droit, il n'allait pas là-bas. Et alors, si un jour il aura un problème de droit, eh bien, il ira chez un juriste, comme cette femme qui vient chez un avocat et puis il lui demande combien est-ce qu'il prend pour ses services. Et puis l'avocat lui dit 500 € pour 3 questions. Alors, la femme est très étonnée, et puis elle lui dit, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Et l'avocat lui répond, c'est votre deuxième question, et quelle est la troisième? Donc il y avait des gens qui étaient spécialisés. Mais le Chidouch Hatzoum, la grande nouveauté du droit hébraïque, c'est que tout enfant juif, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il étudie des problèmes juridiques qui, a priori, ne le concernent pas directement. Laissons ça aux avocats, aux juges, à ceux qui font des études dans les écoles de droit spécialisées. Non, c'est tout enfant juif qui est concerné. Parce que ce qu'il faut comprendre, et le Sfatemet met cette idée en évidence, c'est que le droit juif, plus que Yoter, Miché, Hamishpat, Nilmad al idée Adam, Hamishpat melamed et Adam dat. Le droit, il est là pour former l'homme, pour formenter l'homme. L'homme, une fois qu'il a étudié le droit, il devient un homme radicalement différent. C'est plus le même homme, c'est un autre homme. Il y a un midrash extraordinaire que cite le Sfatemet, qui dit que lorsque Moïse, il a formé des juges, alors on nous dit que Anshe Emet, Yireh Elokim, Sonevatsa, Anshe Chayil, ça veut dire, c'était les conseils de son beau-père et de Jéthro, de choisir tous ces gens-là qui sont des hommes de vérité, des hommes de valeur, des hommes qui haïssent la corruption. Et puis alors, lorsque Moshe Rabbeinu, il a choisi ces hommes-là, c'est marqué « Vaïvchar Moshe Anshe Chayil ». Il a choisi des hommes de valeur. Et puis qu'est-ce qu'il y a avec toutes les autres qualités? Yireh Elokim, les gens qui craignent de Dieu. Anshe Emet, les gens qui parlent la vérité. Sonevatsa, les gens qui haïssent la corruption. Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Et alors, on raconte d'ailleurs qu'un jour, Ben Gurion, il avait convoqué le ministre des cultes à Jérusalem, c'était le Rav Maimon à l'époque, et puis il lui a dit, il faut absolument créer un Sanhedrin. Alors, Rav Maimon lui dit, je veux bien, mais dis-moi, pour le Sanhedrin, il faut 70 personnes. Où est-ce que je vais retrouver 70 personnes qui sont des hommes de valeur, des hommes qui craignent Dieu, des hommes de vérité, des hommes qui haïssent la corruption? Et alors, il réfléchit avec Ben Gurion, et puis il dit, bon, écoutez, 70 hommes qui sont des hommes de valeur, je peux encore trouver. 70 hommes qui ont la crainte de Dieu, je peux encore trouver. Mais dis-moi, Ben Gurion, où je vais trouver 70 hommes de vrais émettes, qui sont des hommes de vérité? Mais peut-être que si on va chercher partout, et à Paris, et puis à New York, peut-être qu'on va trouver. Mais dis-moi, Ben Gurion, où est-ce que je vais trouver 70 personnes Sonevatsa? C'est pas marqué qu'ils ne prennent pas de la corruption, qui haïssent la corruption. Et Ben Gurion lui dit, t'en fais pas, pour de l'argent, on trouvera ça aussi. Et alors, le Midrash fait la remarque que finalement, Moshe Rabbeinu, il n'a pris que 70 personnes, Anshe Chayil, les hommes de valeur, et tout le reste, il n'a pas trouvé. Alors nous dit le Midrash, parce qu'il ne pouvait pas trouver. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas trouver? Parce que tant qu'il n'avait pas étudié la parashat Mishpatim, la parasha qui traite du droit juif, alors il ne pourrait pas trouver ces gens qui ont toutes ces valeurs-là. Parce que c'est le droit
qui forment la personne. Donc ce n'est pas uniquement un problème de la connaissance du droit juif, c'est un problème de transformer, que le droit il transforme radicalement la personne une fois que cette personne-là a étudié le droit. Le troisième point, je voulais mettre en évidence, c'est que ce qui est important, je me réfère à ce qui a été dit, et c'est extrêmement important de donner à l'enfant le sentiment qui fait partie intégrante de la Torah Sheba'al Peh, qui fait partie intégrante de la loi orale. Ça veut dire que cette loi, qui est la loi orale, elle est formée de deux éléments. L'un qui vient du haut, comme la Torah écrite, mais l'autre qui vient du bas. Chaque personne qui étudie cette Torah, alors finalement, elle devient partie intégrante de la Torah Sheba'al Peh. Et donner à l'enfant ce sentiment qu'il fait partie de cette loi orale, c'est ça qui finalement va lui donner le courage de continuer. Je donne des fois des cours chez les enfants à Etzraïm, et ils m'aiment surtout parce que lorsqu'ils savent répondre à une bonne question, alors je leur distribue du chocolat suisse. Mais à part ce chocolat suisse, on essaye de leur donner ce sentiment qu'ils sont partie intégrante de cette Torah Sheba'al Peh. Et ça, c'est un sentiment que l'enfant doit ressentir. Il n'est pas en dehors pour donner quelques idées, mais il devient partie de cette Torah Sheba'al Peh. Et ça, c'est le troisième élément. Et enfin, le quatrième élément qu'il est important de mettre ici en évidence, c'est que finalement, tous les thèmes qu'on étudie dans la Torah, et surtout dans la Gemara, qui peuvent nous paraître extrêmement lointains par rapport à nos préoccupations quotidiennes, par rapport au mondial, ça nous paraît extrêmement ésotérique et non intéressant. Mais faire ressentir à l'enfant que tout thème, quel qu'il soit, tout problème, même des problèmes a priori qui s'accrochent aux quatre coudées de la halakha, tout problème-là, si on tire, si on pousse, on sent que ces problèmes-là sont liés à des problèmes radicaux et fondamentaux du judaïsme. Et vous prenez, aujourd'hui on a étudié ensemble un texte de deux personnes qui sont en train de se quereller par rapport à un talit qu'ils ont trouvé. Ça peut nous paraître comme un problème anodin. Mais finalement, les solutions, ou la solution de la Mishnah là, il faut comprendre que finalement c'est par rapport à tout le problème du compromis. Oui, le compromis, toute notre vie est une vie de compromis. Un compromis entre le ciel et la terre. Et de comprendre que finalement, tout ce qu'on étudie, ça a des répercussions philosophiques, des répercussions mentales, qui vont bien au-delà des quatre coudées de la halakha. Ça, c'est aussi une tâche extrêmement importante auquel le professeur il doit s'adonner. Et de donner le sentiment à un élève que quel que soit le texte qu'il étudie, quel qu'il soit, il peut à travers ce texte-là retrouver tous les problèmes existentiels de notre génération et également des générations futures. Et je terminerai par citer une explication merveilleuse de Rashi, fondée sur une Gemara, à propos du verset « Ki im betorat Hashem chefzo, ou betorato yehege yomam valayla » L'homme, il a le désir d'étudier la Torah Hashem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et sa Torah, il étudiera jour et nuit. Alors Rashi se pose la question, est-ce que c'est Torah Hashem ou bien c'est sa Torah à lui? Et Rashi nous dit, Bitrila Torah Hashem. Au départ, c'est la Torah de Dieu. Aval Michel Limda Vegirsa, mais dès l'instant où l'homme a intégré cette Torah, alors cette Torah qui est la Torah de Dieu devient sa Torah à lui. Il est imbibé par cette Torah et ça devient sa Torah à lui. Et tout le défi de l'homme sur terre et de l'homme juif sur terre, c'est ce défi de cette confrontation entre la Torah Hashem et Torato. Jamais, parce que le danger, lorsqu'on ressent que c'est notre Torah, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et on peut aboutir au pire des réformes.
Mais le danger de Torah Hashem, c'est que c'est plus ma Torah. Et comprendre que c'est en même temps la Torah Hashem et c'est ma Torah, ça c'est le défi de tout juif et le défi de tout professeur dans les écoles juives. Toda Rabba. Merci. D'une certaine façon, je crois que c'est une très bonne transition, parce que ce que va nous proposer maintenant David Uzan, c'est d'une certaine façon comment faire de la Torah de Dieu la Torah des enfants qui vont l'étudier. Comment ils vont se l'approprier. Et à travers notamment l'une des approches qui a été développée en France, notamment à l'école Akiba, à partir de l'approche du Rav Forman, mais je laisse David Uzan nous en dire beaucoup plus. Bonsoir. Bon, c'est pas très facile pour moi de prendre la parole après le Rav, mais c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer l'enseignement de Rav Forman. Rabbi David Forman, il a enseigné à Baltimore, il a étudié à l'Yeshiva de Baltimore en Amérique, et il a après ouvert un Beth Midrash centré sur l'étude du Chumash, tout simplement entre adultes, du Nar, puis progressivement aux enfants, aux adolescents. J'ai eu cette chance de le rencontrer à travers la lecture d'un livre qui m'a été conseillé par un ami, qui s'appelle Nathanaël Riahi, qui aujourd'hui est celui qui s'occupe de la diffusion de son enseignement en France. J'enseigne, avant que je parle de l'enseignement de Rav Forman, il faut quand même que je vous dise pourquoi ça a été un tournant dans ma vie. Ça a été un tournant dans ma vie d'enseignant. J'enseigne depuis bientôt 23 ans au sein de l'école Akiba. J'ai tenu plusieurs fonctions. Je suis toujours enseignant, mais j'étais responsable du Kodesh, j'étais responsable des activités périscolaires, directeur de l'école maintenant. Voilà. J'ai enseigné la Torah tout simplement par intuition. Mon métier véritable, c'est opticien. Voilà, j'ai un BTS d'optique et j'avais un magasin à la gare de Lyon, ici à Paris. Et puis, je suis parti j'étais jeune homme, je suis parti étudier à la Yeshiva à Strasbourg. Et quelqu'un, un jour, un jeune professeur de l'école Akiba est tombé malade et on m'a demandé de le remplacer. Ça m'a beaucoup plu. J'ai démissionné du magasin d'optique, je suis venu habiter Strasbourg et j'ai enseigné aux petits-enfants. Mais comment je l'ai fait? Je l'ai fait par intuition, je regardais les autres faire, je me suis inventé des petits jeux, des petites chansons sur les psukim. Je préparais pas toujours, je rentrais en classe comme un magicien. Ça marchait des fois ça marchait pas, voilà. Et puis, un jour, je me suis trouvé face à des classes d'adolescents, puisque à force de faire ce métier, les directeurs m'ont confié au fur et à mesure des classes d'adolescents avec des programmes très compliqués, qu'il ne s'agissait pas simplement de faire trouver la Torah joyeuse et de récompenser un petit peu à droite à gauche. Il s'agissait de poser des problématiques, de faire apprendre des problématiques difficiles, comme a dit Laura Weingor tout à l'heure, faire participer les enfants à la suite de la Torah Shebe'al Peh, à cette discussion sur les lois. Et là, ma foi, c'était un autre challenge, ça ne marchait pas du tout. C'était sympathique, les enfants m'aimaient bien. Je me rattrapais souvent avec des artifices d'activités informelles. Mais le limoud pur dans les écoles, je parle pour les écoles de France, hein, je ne sais pas ce qui se joue dans le monde en Israël, à Bnei Brak, ou j'en sais rien. Les écoles qui sont comme les nôtres, avec du Chol et du Kodesh, avec 2 cursus d'enseignement, avec 2 centres d'intérêt qui se côtoient et qui marchent en parallèle, ça ne marchait pas très bien. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte très vite que le professeur de philosophie est beaucoup plus intéressant que moi, que le prof de bio présente des enjeux qui sont rigoureux, qui sont forts, qui mettent en relief beaucoup de capacités chez les enfants, capacité de logique, d'analyse, et que moi, avec mes petites explications du Midrash raconte, je ne tiens pas la route. Je ne tenais pas la route. Je crois que j'ai un mauvais souvenir. La première fois où j'ai rencontré Patrick, il est rentré dans ma classe avec un monsieur qui s'appelait Prosper El-Koubi, Zichrono Livracha. Il est rentré dans ma classe, je crois qu'il est resté 20 minutes, il est sorti. Et je l'ai vu la tête sombre sur le trottoir de l'école Akiba.
Et je savais que j'avais raté mon cours devant 2 personnes importantes. J'ai revisité cette scène, Patrick, il n'y a pas longtemps. En réalité, j'avais donné un bon cours, mais simplement, j'avais singé un rave de la ville parce que je ne savais pas moi-même exactement comment construire un enrôlement des enfants, les faire participer à la chose. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec d'abord les gens que j'ai rencontrés à l'Institut André Neher. Ici, je leur suis très reconnaissant, je saisis l'occasion de le dire. C'est un institut qui a rendu le métier que nous faisons professionnel, c'est-à-dire exigeant, avec des règles, avec des obligations, une obligation de culture tout simplement, comprendre qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un adolescent, lire, se faire vérifier par des maîtres, passer un examen comme le CAPES, c'est pas simple. Ça, c'était une première étape pour moi. Il a fallu que je construise un enseignement qui ait un sens, qui s'inscrit dans une progression. Et puis ma rencontre avec Rav Forman, ça a été soudain une révélation dans le sens où quand j'ai commencé à étudier avec lui, d'abord à travers ses livres, puis j'ai eu la chance de le connaître, de le faire venir en France, d'étudier avec lui, et puis d'être en contact régulier avec lui, j'ai compris que veut dire mener une enquête dans le Chumash. J'ai compris que pour étudier la Torah, il faut avoir comme mission, pour enseigner la Torah, comme mission que ce texte est comme une lettre qui est envoyée par un expéditeur et que celui qui la reçoit, c'est les élèves. Il faut que l'élève soit sûr que la lettre lui est adressée. Il n'y a pas pire expérience que pour un facteur, en tout cas, que de distribuer une lettre à quelqu'un qui lui dit « Mais écoutez, c'est pas pour moi. Mais enfin, monsieur, il a marqué votre nom. » « Oh non, non, ça ne me concerne pas. Ça doit être une erreur. » Il n'y a pas pire expérience pour un facteur. Il n'y a pas pire expérience pour un prof de collège de s'amener avec un cours et que les enfants disent « ça ne me concerne pas ». Or, j'ai vu que la manière de construire un concernement, c'est d'impliquer les enfants dans une enquête rigoureuse, progressive, très lente, où eux-mêmes, ils partent à la chasse à des indices, et finalement, on n'entend plus la cloche, les enfants travaillent seuls, s'approprient le texte, car, je voudrais dire une chose avant de rentrer dans les détails de ce travail que j'ai appris avec Rav Forman et que je pratique maintenant depuis 8 ans. Tout à l'heure, le Rav parlait de donner aux enfants la certitude que derrière ces sujets qui sont des sujets un peu bizarres, des taureaux qui s'encornent et tout, se jouent des sujets géants du monde. Il faut faire attention à entendre ce qu'il veut dire parce que il ne faut pas croire que les enfants attendent toujours de l'actualisation. Pas du tout. Ça les intéresse, les taureaux qui s'encornent ou les dettes qui ne sont pas payées, à condition que ça soit rigoureux, à condition que ça soit aussi logique que le prof agrégé de maths d'à côté, à condition qu'il y ait du suspense. Or, nos pauvres malheureux enfants, ne m'en veuillez pas, hein, je viens une fois rarement à Paris, alors ils sont confrontés à 7 malheureuses petites réponses pour leurs milliers de belles questions. Il y a 7 malheureuses petites réponses dans le monde des professeurs de Kodesh dont je fais partie et que j'ai utilisé. C'est un chok, c'est un sod, c'est Beroach HaKodesh, En Mukdam ou Meuchar Batorah. Tu comprendras plus tard. Les Gdolim seulement comprennent. La 7e, je l'ai marquée, mais je l'ai oubliée tellement... Vous comprendrez après. Voilà, vous comprendrez après. J'ai eu la chance, grâce à l'Institut André Neher, de tourner dans... J'ai calculé une fois plus de 50 écoles. Un jour, ils m'ont demandé d'inspecter avec Madame Schwartz, je crois, je ne sais plus les classes. Je vous assure, je ne rigole pas, ça fait pleurer, c'est que ça. Des âmes d'enfants très brillantes, très intelligentes, très percutantes, à qui on apprend progressivement que les questions sont nos ennemis.
Or, ce que Rav Forman nous a appris à nous, et que nos maîtres à la Yeshiva nous ont appris, les questions sont nos amis. Première certitude. Les questions sont nos amis. Les questions sont les fenêtres qui permettent de voir à travers le train qui défile. Un train sans fenêtre, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Les psukim sont des trains. Pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut qu'il y ait des fenêtres. Les questions sont les fenêtres. Donc la première certitude, et c'est le premier outil qu'utilisera Forman, c'est poser toutes vos questions, triez-les, classez-les, ordonnez-les avec vos enfants. Faites un brainstorming. Et c'est là que les directeurs d'école se paniquent, parce que le programme n'est plus suivi. Mais je vous ai demandé de faire tout Vayetse. Mais monsieur, on a passé 8 heures à faire des questions. On s'en fiche du programme. Les enfants doivent se laisser aller à leurs questions. On les écrit au tableau, on les classe, on les trie, on voit les paroles d'importance. On apprend à reconnaître qu'en fait 3 des questions de la classe sont la même, mais formulées différemment. Une fois qu'on a les questions, on part à la recherche de la deuxième certitude, c'est que le texte porte lui-même son autocommentaire. C'est une chose qu'il faut découvrir, il faut l'expérimenter. Vous avez la chance, Yosef a mis quelques livres de Rav Forman là en vente. Vous verrez, c'est impressionnant comme le corpus Tanakh s'autocommente. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet ni dans les dictionnaires. Ce qui est pauvre ici est enrichi là-bas. Nos maîtres l'ont déjà dit dans le Midrash, mais c'est vrai. Le texte porte lui-même, à travers des Ekeshim, il y a le même mot qui revient 3 fois dans 3 parachiotes différentes, donc c'est une indication, il faut rapprocher les 3 sujets. Il y a la même phrase qui est répétée 15 fois de suite, donc c'est une indication de mettre le texte en miroir, de plier les 15 fois sur la 15e, sur celle du milieu, et ça fait 7 et 7 et une au milieu. Il y a beaucoup d'indications dans le texte qui portent des renseignements qui nous permettent tout doucement de répondre aux questions des enfants. C'est la deuxième certitude que Rav Forman démontre dans tous ses écrits, dans tous ses enseignements, c'est le texte porte son auto-commentaire. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Ce n'est pas le lieu de ce soir de le faire, mais je l'ai un peu fait avec le groupe qui est en formation. On peut apprendre tout doucement à rentrer dans cette pratique de partir à la recherche d'indices depuis qu'on commence à étudier le Chumash. De toute façon, les enfants le font, ils démarrent tout seuls sans nous. Ils démarrent tout seuls sans nous. Ils remarquent Vayomer Elav, il voit Elav, il dit mais c'est qui? Il y a 2 personnages avant. C'est le qui, le Elav, monsieur? La Torah écrit de manière à ce que les questions se posent. L'intérêt du travail avec Rabbi David Forman, si vous achetez ces volumes, vous les comprendrez, c'est que lui, il trie les questions et il leur donne un ordre qui permet d'organiser un certain nombre d'enquêtes. Et à la fin, on répond aux questions. On a trouvé dans la Torah de quoi répondre aux questions. Dans la Torah, je n'ai besoin de rien d'autre que du texte de la Torah. Chemin faisant, nous apprenons le vocabulaire, nous apprenons les personnages, nous apprenons les bizarreries qu'il y a dans le Passouk. Et ça, c'est la 3e certitude que Rav Forman nous a appris, c'est que quand la Torah écrit, elle le fait de manière à ce que son texte, c'est comme une analyse de texte en français, son texte nous cogne l'oreille. Prenez un exemple, ce qu'il appelle un éléphant dans la pièce. Il appelle ça un éléphant dans la pièce. Si nous étions là maintenant dans cette pièce et qu'il y avait un éléphant sur la scène et que nous continuions notre soirée tranquillement sans prendre gare à l'éléphant, on dirait qu'on est tous fous. Lui, il prétend dans la Torah, il y a des éléphants dans la pièce. Il y a des choses qui sautent aux yeux que personne ne soulève et que personne ne veut répondre. Or, les enfants les voient et on ne peut pas les cacher. Exemple, Yosef devient vice-roi d'Égypte. Il habite à 300 km de son père. Écris-lui une lettre. Tout le monde demande cette question. Tous les enfants. Personne n'y répond. Ni Rachi... Attendez. Personne n'y répond. Beaucoup répondent, mais Rachi ne répond pas. Et les maîtresses du CM1 ne répondent pas, ne savent pas.
Or, dans le texte de la Torah, il y a des indices pour répondre à cela. Cette question, elle saute aux yeux. Il y a 3 genres de questions. Il y a les questions externes au texte, auxquelles jamais un cours de Chumash ne doit répondre. Est-ce que Moshe Rabbeinu était roux ou chauve? Le texte ne le dit pas. C'est des questions externes au texte. Maintenant, il y a des questions internes au texte. Moshe Rabbeinu écrivait-il de sa propre tête ou sous la dictée d'Hachem? C'est une question interne. On va regarder dans Dvarim, Eléa Dvarim, Asher Diber Moshe, y a-t-il un indice que c'est lui qui a dit? Il y a une discussion. Très bien. Maintenant, dans les questions internes au texte, il y a des questions qui sont petites. On ne va pas en mourir. On ne meurt pas d'une question. On peut garder une question toute sa vie, des années. Mais il y a des questions que si on passe à côté d'elles, on n'a pas compris le message du texte. Yosef devient vice-roi d'Égypte. Il habite à quelques centaines de kilomètres d'après la géographie d'Eretz Israël qu'on connaît. Il attend 22 ans et quand il voit ses frères, il leur fait toute une ruse et jamais il envoie une carte postale à son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le texte n'a pas dit. C'est un mauvais scénario. Or, il faut avoir la certitude, donc un amour très puissant de la Torah. Il faut avoir un amour très fort de la Torah pour croire à cela. C'est que la réponse est dans le texte. Je ne peux pas passer à côté de cette question d'enfant, d'adolescent. Je vais grappiller, chercher, je vais faire une enquête très longue, marquer des indices jusqu'à temps que je trouve. Et croyez-moi, quand on fait ce travail avec les jeunes, on y va tout doucement. Évidemment, il faut l'avoir entendu de quelqu'un, mais l'enquête se mène. Et on trouve la réponse. La réponse, pour ceux que ça intéresse, elle se trouve dans le nom, les prénoms que Yosef a donnés à ses enfants. Voilà. Vous chercherez. J'ai pas fini, une petite phrase encore. Voilà. Donc, si on veut parler de donner de l'intérêt aux enfants, de relancer leur intérêt, parce que finalement, comme a dit Patrick au début, on est face à une désadhésion énorme. Hein. On fait ce métier d'enseignant de collège, mais vous savez combien d'enfants sont en désadhésion. Vous le savez, vous le voyez. Et vous êtes malheureux à l'idée de savoir que les petits du CP, une partie d'entre eux vont finir sans un lien à la Torah sérieux. Vous le savez, c'est statistique. Donc, si on veut relancer cette désadhésion, moi j'ai trouvé, on veut l'éteindre, on veut relancer un vrai enrôlement dans la Torah. Moi j'ai trouvé comme outil chercher comme un chercheur. On fouille la Torah comme un archéologue. On retourne toutes les pierres. On ne cherche pas à étudier juste une petite histoire. On pose des questions, on les trie, on prend les grosses questions, on cherche des indices, et d'un seul coup, les choses s'ouvrent sous nos yeux en ayant la certitude que le texte s'auto-commente. Vous savez, quelqu'un m'a dit, j'ai expliqué ça à Strasbourg, à d'autres écoles, mais on m'a dit, en fait, vous faites une chose très interdite, monsieur Usan. Vous demandez aux enfants d'être avec vous, vous faites comme les Tanaïm. Je réponds oui. Oui. Le Rosh Yeshiva de la rue Pavé, le Rav Rothenberg, il n'arrêtait pas de dire Roshi Kodem Rashi. Il n'arrêtait pas de dire ça. Et tout le monde disait waouh, super, ma tête avant Rashi, ma tête avant Rashi. Mais il suffit que ça prenne une forme un peu didactique et moderne. D'un seul coup, on ne reconnaît plus la formule ancienne. Roshi Kodem Rashi, bien sûr. Bien sûr que si on lance les enfants sur la piste du Chumash, eux-mêmes avec leur tête, ils vont trouver tous les Rashis. Et quand ils vont lire les Rashis, ils vont se sentir liés à l'histoire de leur maître avant, et ils vont comprendre qu'ils sont branchés dans ça, et on va rejoindre ce qu'a dit le Rav. Ils font partie de la lignée de ceux qui commentent la Torah. Oui, il faut transformer votre classe en groupe de petits Tanaïm. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et quand ils auront découvert que Rashi a dit 90% de ce qu'eux ont trouvé avec leur propre tête, ils verront que le 10% supplémentaire leur manquait. Et là, la grandeur de Rashi va se lever sur la table devant eux. Ils auront tout à fait compris le petit morceau en plus. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait un grand morceau du chemin tout seuls. Ils se seront appropriés le travail. Voilà, donc je vous engage à lire les enseignements de Rav Fohrman. Moi, je les enseigne
bon, je suis directeur de l'école, j'ai voulu l'expérimenter seul dans mes classes. Aujourd'hui, la plupart de mes classes de lycée, filles et garçons, bénéficient d'un enseignement de 5 heures hebdomadaires de Chumash et de Nach sur sa méthode. Alors, il a un site qui s'appelle, je ne sais pas comment, blogspot, ravforman.fr. Vous verrez, il commente la paracha, la paracha de la semaine. Il y a beaucoup de choses sur ce site. Et les textes de son enseignement en anglais, je crois une 50aine, ont été traduits en français. Voilà, vous pourrez accéder à ce travail et vous verrez, c'est un travail de recherche, d'analyse extrêmement vivant. Merci. Voilà. Merci David pour cette petite enquête menée avec le suspense. En effet, il faut aller regarder dans les textes pour retrouver la solution. Maintenant, une autre approche qui nous semble complémentaire. Plus directement dans le rapport au texte, comme étant le moment du cours de Kodesh. Mais là aussi, une expérience, un vécu, une expérimentation menée dans l'école qui fait que d'une certaine façon, toute la journée de l'élève est habitée par le Kodesh. Adam Waknin, directeur de l'école Etzraïm à Saint-Maur et formateur. Eh bien, mes chers amis, après avoir entendu cet enrichissement extraordinaire de la part du Rabbin Gord, Patrick, David, je vais vous raconter une histoire. Comme ça, parce que là, on a volé tellement haut. Alors, il était une fois, dans le palais d'un roi, un homme qui se tourmentait, le roi lui-même. Son pauvre enfant, progressivement, était tombé malade. Et tellement malade qu'il ne pouvait même plus s'asseoir. Couché sur un lit. Et un jour, les yeux fermés. La seule chose qui lui restait, c'était son souffle. Un maigre souffle de vie. Alors le roi fait appeler tous les médecins. « Que peut-on faire pour guérir mon enfant ? Le prince !» Et les médecins s'avèrent incapables. Que faire ? Jusqu'au jour où un homme arrive dans le palais et dit au roi, « Mon roi, j'ai appris ce qui arrivait. J'aimerais faire quelque chose pour vous. J'ai peut-être le moyen de guérir votre enfant, mais à une seule condition. »« Laquelle ? Parle, je suis désespéré. » Et l'homme lui dit, « Voilà, il s'agira de prendre tous les bijoux de votre couronne et tout ce que vous possédez pour acheter des herbes qui me permettront de fabriquer une potion. Et avec cette potion, peut-être, on pourra arriver à quelque chose. » Et le roi lui dit, « Mais si c'est cela, il n'y a pas de problème. Mon enfant est mon unique espoir. Je veux qu'il guérisse. Oui, prends les bijoux de ma couronne, prends tout l'argent que tu veux et fabrique ta potion. » Et l'homme fabrique cette potion, dépense presque tout l'argent du royaume. Et il finit par obtenir quelques dizaines de litres. Et il dit au roi, « Maintenant, est-ce que le prince va absorber cette potion ?» On arrive, le prince est là, étendu, et on commence à verser sur son visage. Pauvre prince, aucune réaction. Le premier litre, le deuxième, le troisième, le quatrième, et on continue comme ça. Le roi regarde, suspense dans la cour. Tout le monde se dit, est-ce que le prince va vivre ? Et puis, là, les dernières gouttes, et voilà que la bouche du prince s'ouvre, et il réussit à absorber un peu de potion, et le prince revient à la vie. Il ouvre les yeux, et le médecin regarde le roi et lui dit, voilà, votre fils est sur la voie de la guérison. Bon, je pense que vous avez, probablement, vous la connaissez cette histoire, c'est un des contes de Rabbi Nachman, très joli, et qui nous dit la chose suivante. Nous avons affaire à qui ? Est-ce que nous essayons de connaître ces enfants qui nous sont confiés, depuis le matin jusqu'au soir ? Vous vous rendez compte, mes amis,
que nous avons entre nos mains des neshamot, des diamants, chacun, et il faut les considérer comme tels, depuis le matin jusqu'au soir, plus que les parents. Et puis, on se dit, mais quel trésor on va devoir déployer pour leur donner quelque chose, jusqu'à ce qu'une goutte rentre. Mais lorsque cette goutte va rentrer, ça y est, la neshama s'éclaire. Regardez par quoi nous sommes entourés. Comme le disait mon cher ami David, mais autour, il y a tellement de séduction possible. Est-ce que nous sommes capables de leur dire combien un texte est beau, merveilleux, profond, combien il peut nous apporter lorsque cet enfant découvre des tas de choses ailleurs qui l'intéressent? C'est difficile. Alors comment? L'exemple. Alors bien sûr, peut-être que pas tout le monde a la même structure d'accueil, mais je vais vous parler aussi de mon expérience. Je vais essayer de le faire, pardonnez-moi, et c'est difficile de parler de soi, mais bon, voilà, ça fait quand même, comment on dit, un quart de siècle. Bon, à l'école Etzraïm. Et puis voilà, à force d'arpenter les locaux, de tourner, de regarder, de réfléchir, de contempler, de suggérer, je me suis dit qu'il y avait des choses à mettre en route. Et ce n'est pas dès le début, évidemment. Par exemple, un truc, voilà, je vais essayer de vous donner des, comment dirais-je, des moyens, là, comme ça. Après, c'est sur place qu'il faut voir. Mais ce sont des idées. Et que j'ai réussi, Baruch Hashem, à concrétiser. Il y avait la tfila dans les classes. Alors, ça donnait ça. Modé, Ani, Levanecha, chewing-gum dans la bouche, le moré ou la mora, enfin, c'est une caricature évidemment, le tableau où carrément on est en train de corriger un devoir, et puis l'enfant prie, enfin bref, de mécanique. Perroquet, moi-même, je me suis dit, mais si j'avais été à la place de cet enfant, mais. Et je me suis dit, c'est pas possible, la tfila ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Alors j'ai eu la chance, nous avons la chance d'avoir une synagogue à l'intérieur de l'école. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les endroits, mais enfin, il faut saisir toutes les opportunités. Il ne faut en rater aucune. Et je me suis dit, je vais prendre 3 classes et on va faire la tefila en même temps. Les 3 classes en même temps. Mais si vous saviez combien le monde a changé, tout d'un coup, une motivation, une émulation. Les enseignants qui étaient en train d'entourer les enfants de la tefila avaient... Il y a eu un autre souffle. La tefila prenait un autre sens. Tout d'un coup, on sentait que la neshama s'exprimait. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire, ça fait plusieurs années. Alors attention, il ne faut pas confondre, on ne peut pas enseigner la tefila pendant qu'on prie, mais quelques petits mots, quelques petits repères, dire modéani. Et tous les matins, l'enfant répète « Merci, merci mon Dieu de m'avoir redonné mon âme ». L'enfant prend conscience, il commence sa journée avec le véritable hommage, avec l'essentiel. S'adresser à celui qui nous a créés, à qui nous devons tout, le modéani du matin. On a continué comme ça. Et puis après... Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, au fur et à mesure du temps. Juste après la tefila, un échange avec les enfants. Toutes les questions. Mais alors là, David, comme question, il y en a eu. Ben, vous les connaissez peut-être. Hein. Les parents de Dieu, où, date de naissance, quand, qui, quoi, comment il peut nous entendre. Et ne pas avoir peur. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas très longtemps, j'ai invité le Rav Botchko qui passe souvent dans notre établissement. Je lui ai dit, hey, Rav Shol David, ça te dirait de faire un petit cours aux enfants? Il m'a dit, on va prendre 5 minutes. Je dis, prends 5 minutes. Ça a duré exactement 45 minutes. Il a répondu à des questions. Il a été capable de dire ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous inventer la réponse. Il y a eu un échange, des enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, avec un rav qui enseigne le Kuzari et le Moreh Nevuchim. Il faut le faire, quoi. Bah, c'est du vécu. C'est des choses voilà, qui sont là, présentes, sur le terrain. Aimer le Kodesh. Il y a des panneaux Asher Yatzar de partout, mais pas juste des panneaux. Je leur explique le matin quand ils lisent Asher Yatzar et Adam Bechorma. Je leur dis, mais les enfants, vous savez ce que ça signifie? Et paf, on se met à parler du corps, de l'usine qui se trouve à l'intérieur de nous. Et les enfants ont des images. Et les enfants ont un exemple. Dire Asher Yatzar, mais... Et on prend conscience que cette bracha, elle ne fait pas rigoler. Surtout quand il y a un enfant qui vous dit que oui, c'est vrai, quand on va à l'hôpital, si jamais on est malade, que dire Asher Yatzar, je ne sais pas si c'était le rabbi de Brisk qui disait, à chaque fois qu'on fait Asher Yatzar, on devait dire aussi le Gomel. Mais bon, prendre conscience de tout ça chaque matin, oui, faire de sa journée du Kodesh. Pas juste aimer le Kodesh. Parce que pour pouvoir aimer un texte de Torah, il faut aimer le Créateur, celui qui en est l'auteur. Il faut reconnaître ce qu'il est. Sinon, comment voulez-vous... Le Kodesh, ça ne s'enseigne pas en vérité. Ça se vit. L'heure, les 2 heures, ça ne compte pas. On n'est pas en termes de minutes.
Et c'est comme ça au fur et à mesure de la journée, ne pas perdre l'occasion de faire une bracha, arrêter dans un couloir un enfant, lui dire hey, t'as fait Sheakol, j'aimerais répondre Amen. Tout d'un coup, on le remet dans la réalité du Kodesh. Il n'est plus dans cette pseudo-division, comme s'il y avait une espèce d'antinomie entre l'un et l'autre. Pas du tout. Le Kodesh fait partie de ma vie. Faire une bracha, mais c'est un émerveillement. Demandez à un enfant ce que c'est qu'une bracha. Posez-lui la question. Posez les questions les plus évidentes, vous allez être très surpris. Demandez ce que c'est le schéma, à qui on s'adresse. Vous croyez que tout est acquis, mais c'est les choses de base qu'il faut revoir constamment et constamment, et même les adultes. Je m'occupe d'une communauté également, j'ai ce bonheur. Mais certains fidèles ne connaissent pas le sens du schéma Israël et de la première bracha de la Hamida. Et on est là à faire des rachis et des... Pas de problème, bien sûr, mais commençons par la base. Dans mon école, avec mon public, avec les enfants qui viennent de certains milieux, j'ai compris là où était l'objectif, apprendre déjà la tefila. Je sais que ça, ils le retrouveront tout le temps. 2 mois de vacances, juillet et août, vous croyez qu'ils vont retenir tout le chumash qu'ils ont appris pendant l'année? Sauf s'ils ont mené des enquêtes extraordinaires. Vous pensez qu'ils vont retenir dans Bémet. Par contre, un Hachem, Sefata et Tiftaf, Oufi, Yagi, Teilatecha, récité avec ferveur chaque jour, dans la redécouverte, en considérant que chaque jour c'est nouveau, eh bien ils vont le retenir. La tefila, un jour ils iront avec leur papa, leur maman à la synagogue, ils vont entendre le même texte qu'ils ont récité tous les matins, qu'ils ont dit, qu'ils ont chanté tous les matins. C'est du vécu. Et puis après on peut transmettre. Après le Kodesh, il peut passer plus facilement. Et puis quelque chose encore, c'est une expérience, mais je vous la livre. Laissez les portes ouvertes quand vous faites des choses qui sont belles. On a cette synagogue et là il y a justement un proche à moi qui se trouve dans cette salle ce soir, et on a pris la décision, entre 2 moments de bureau, de cours, enfin bref, d'étudier un petit peu, simplement. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Mais Bémet, tel quel, je vous le raconte, il y a des... Bon, on était en train d'étudier, et tout d'un coup, les enfants sortent en récréation. Vous ne voyez pas qu'ils viennent vers nous? Rav, on peut s'asseoir et écouter? Mais on parle du Pétil Techelet, vous savez ce que c'est? Non, mais vous allez nous apprendre. Et on s'est mis à prendre un talit, à expliquer un moment de bonheur, hors du temps, hors de l'espace, hors de tout. Les enfants nous ont entourés, les filles sont arrivées. Toute la classe s'est retrouvée à la fin, la Mora cherchait ses élèves. Je vous promets qu'on n'a rien demandé. Juste, on était en train d'échanger, c'est tout, tout simplement. Les enfants ont eu envie. Comment on déclenche l'envie chez les enfants? Un sourire. Vous savez, bon, alors sans tomber dans les extrêmes, le Dalai Lama, il dit qu'il faut sourire tout le temps. Mais nous, bon, il y a Chamaï qui le disait déjà, reçoit chacun mais sévère panimia faute. Le sourire. Vous rencontrez un enfant dans le couloir, rien, pas un mot, rien du tout, un sourire. Combien de rabbanim dans la Gemara agissaient en disant « J'ai vu mon Rav », pas « j'ai entendu », j'ai vu. Avoir vu simplement l'exemple. Un homme qui sourit, un homme qui est gentil, quelqu'un qui... Voilà, oui, c'est important, tout ça c'est important. Peut-être que vous allez me dire, bon, ok, c'est beaucoup dans l'aspect tout ça, dans le paraître, c'est pas vrai. Un enfant, vous savez, c'est authentique. Ça rigole pas, il sent très bien quand vous êtes sincère. Et là, vous lui transmettez de cette façon-là, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, vous les ressentez, les résultats. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de classe. Juste avant d'arriver ici, j'ai terminé ma dernière journée d'école avec les enfants avec la prière de Mincha, parce qu'on a réussi à introduire ça. C'était pas évident, il fallait négocier. On fait un petit peu moins de troll, tu m'en voudras pas, Patrick. Ça pris un petit quart d'heure, c'est pas grave. Donc, mais l'institutrice était d'accord en disant bon, on va faire passer ça en langue vivante. Ça peut? Oui, c'est d'hébreu. Hein. Et donc, et finalement, on fait Mincha. Mais ce Mincha-là, mon Dieu, pour tout l'or du monde, je ne l'arrêterai pas. Ça fait 1 an, que j'ai eu cette idée-là. On fait Mincha, on commence la journée avec le Modéani, on termine avec Mincha. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est du vécu. Alors moi, l'exemple, voilà, c'est essentiel, c'est primordial. Et encore une fois, puisqu'on est dans la volonté, chacun d'entre nous, de faire aimer le quotidien, le Kodesh, voilà, de faire aimer la Torah, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem, je vous invite dans mon école, venez, quand vous le désirez, adressez-vous à vos responsables, prenez des initiatives. Voilà, faites de telle sorte que les enfants aient envie de continuer. Voilà, vous savez, je crois que c'est le plus bel hommage qui soit. Que Dieu vous bénisse et Toda Rabba. Merci. Un petit temps d'échange maintenant. Si quelqu'un veut échanger, poser une question.
partager un enseignement? La parole vous appartient. Bonsoir, donc Elisha Lacraviec, je suis directrice d'école également. Alors, merci beaucoup pour vos propos. Je voudrais juste qu'on replace et poser la question de l'évaluation. Est-ce qu'elle est antinomique avec toute cette belle motivation qu'on peut donner à nos élèves quand on se retrouve, que nos élèves se retrouvent face à des interrogations, à des évaluations, qui des fois les mettent en échec? Comment on peut allier ces deux réalités? Oui. Moi, je sais que la plupart du temps, je donne la possibilité à un enfant de refaire le contrôle 2, 3, 4 fois. Il finira par avoir une bonne note. Il finira pas sur un échec. Je lui donne. Oui. On évalue. Si on doit, notre objectif, c'est donner l'amour de la Torah, le goût et les outils. Absolument. Est-ce qu'on doit évaluer? Alors, on est dans une société où on évalue tout ce qu'on fait. Nous-mêmes, on est évalués. C'est une question qu'on se pose. Pardonnez-moi, mais le mot que vous employez déjà, je crois qu'il est très délicat. Je ne pense pas que l'on puisse évoquer cette notion d'évaluation. Je dirais par exemple à un enfant, dire c'est bien, c'est très bien, vas-y, tu peux y arriver, fais des efforts. Mais voilà, je crois qu'il s'agit avant tout de lui montrer qu'il est capable et que finalement à quoi on veut arriver. Comme vous dites, en tout cas dans le Kodesh et dans la Torah, à l'amour de la Torah, dans ses possibilités à lui, dans sa perception à lui, dans ses potentialités également. Alors c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses à revoir de ce côté-là. C'est vrai que si on a fait du Kodesh une matière et que finalement il y a une dichotomie totale entre le vécu à l'école et ensuite on prend la kippa, on la balance et voilà, évidemment, là c'est pas le but. Moi, je vais vous dire, le plus grand bonheur qui puisse être, c'est lorsqu'un enfant sort de l'école, après 17h, il garde sa kippa et tout seul dans sa maison, il fait Sheakol Yabidvaro. Alors si, d'avoir donné des notes, d'avoir fait du Kodesh une matière stricte et carrée comme ça, je dis non, faut pas, faut penser à autre chose. David, chez toi? Moi, je suis d'accord avec Adam. Au primaire, c'est un peu différent. Il y a cet engouement, il y a cette joie, cette gaieté permanente qu'il a très bien décrite. Au secondaire, je ne crois pas que l'évaluation peut être une évaluation. Un contrôle des connaissances, c'est pas une chose qui est forcément mal vécue. Hein. On peut lui donner une autre forme complète. Quand on dit le mot Bechina, par exemple, moi j'ai mes groupes de Gemara à l'école, ils ont tous les vendredis de 11h à midi, avant le repas, une Bechina. Cette Bechina, c'est un document écrit, on coche des croix, c'est très sympathique, ça se récompense avec... dernièrement, à la fin du trimestre, ils ont reçu un drone, là. C'est une vraie évaluation, en réalité. Je les oblige à récapituler leur savoir. C'est des grands, ils doivent avoir des outils. Je dois quand même savoir où ils en sont. Je ne peux pas m'amuser tout le temps au secondaire à être dans la gaieté, l'animation et tout. Je dois leur donner des outils parce qu'un jour, ils vont me quitter. Ils doivent rentrer à la yeshiva ou ils doivent se débrouiller seuls à sortir un livre de la bibliothèque pour eux. Donc ma formation comprend l'évaluation, c'est sûr. Mais je ne suis pas obligé de donner le ton rectoral, baccalauréat 0,25, 0,67. Je fais refaire quand quelqu'un a raté. Par exemple, celle du vendredi, qui a quand même 50 questions QCM. S'il a raté, il vient dimanche, il a un petit pain, il a refait. Tu vois, on l'a fait refaire. Il y a un cadeau au bout du compte, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je sais où il en est. Parce que quand je vois que l'évaluation est mauvaise et que je dois lui faire refaire, je peux quand même demander à son papa, tu veux pas revoir la Gemara avec lui Shabbat au lieu de traîner au jardin jouer au foot? Ton fils, il est en retard par rapport j'ai une mission quand même. Les parents m'ont mandaté, je suis leur chaliar. Le premier rôle du Melamed, c'est d'être le chaliar des papas et des mamans. Le petit, il n'arrive pas à étudier la Gemara comme ses copains ou la Mishnah ou le Chumash. Donc l'évaluation me permet de savoir où il en est en étant très gentil avec lui. Je peux ne pas lui donner de notes dans le bulletin, par exemple. Je peux dire, écoute, tu n'es pas encore en forme pour travailler avec les notes et tout. Pour l'instant, ce que je veux, c'est que tu arrives à bien retenir les mots-clés, etc. L'évaluation fait partie quand même de l'éducation. Mais le mot évaluation est un peu moderne. La Bechina, moi, j'ai appelé ça les notes. On teste, quoi. Non? Oui. Donc plutôt une évaluation stimulante que sanctionnante. Ouais. Voilà.
Peut-être juste faut-il rappeler l'étymologie du mot évaluer, qui est donner de la valeur. Et si on s'arrange en Kodesh, mais aussi en Chol, ça peut être intéressant, de mettre les enfants en situation de réussite au moment des évaluations, là on donne de la valeur. Oui, et l'évaluation n'est pas vécue comme quelque chose qui sanctionne, mais au contraire qui donne envie de se développer. C'est parfaitement dit. Si c'est fait comme ça, la plupart des fois où c'est fait comme ça, et c'est pas tous les profs qui arrivent, les enfants vivent bien, ils l'attendent même. Ils sont même heureux de l'avoir. Ils stressent un peu, mais ils sont heureux de l'avoir passé. Il ne faut pas penser qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment ça. Absolument. Absolument. Quand c'est fait dans cet état d'esprit, ils adorent ça et ils le réclament même. Ouais. Je suis enseignante de Kodesh en maternelle, moi aussi de Chol. Je fais aussi. J'ai créé le Talmud Torah à domicile pour les enfants scolarisés en école laïque qui ne veulent plus aller souvent dans les synagogues. Au Talmud Torah, puisqu'ils mettent des notes et que ça ne leur plaît pas. Et je fais aussi du soutien scolaire pour des familles d'enfants scolarisés en école juive. Et j'ai remarqué de plus en plus que dans les écoles juives, les professeurs de Kodesh donnent une tonne de devoirs et 10 pasouks à apprendre pour le lendemain. Et quand je travaille les pasouks avec ces enfants, on se rend compte que ces enfants, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris le sens du pasouk. On leur demande d'apprendre pour le lendemain 10 pasouks. Et c'est vrai que je trouve que de plus en plus, dans nos écoles juives, ici, surtout les écoles parisiennes, on leur apprend pas vraiment le sens. On leur donne pas l'envie. J'ai beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de difficultés dans ces matières-là, qui ne se passionnent plus à cause de toutes ces évaluations, justement. Ces psouking à apprendre pour le lendemain, 10 à apprendre par cœur. On les intéresse plus. Et aussi, j'ai remarqué que souvent, on leur dit c'est pas grave, ce que vous disiez, tu comprendras plus tard. Et pareil dans les Talmud Torah, ici, les Talmud Torah parisiens. Donc, je pense que ce que vous avez souligné est assez important. Je pense qu'il faut leur donner l'envie. Alors, qu'est-ce que vous préconisez quand vous parlez d'envie ? Comment vous le feriez ? Moi, personnellement, avec mes élèves, toutes les questions qu'ils veulent poser, ils les posent. Il n'y a pas de problème. Et si je ne sais pas, je leur dis je ne sais pas, ou je vais demander à un de mes référents ou à un de mes rabbins. Mais au contraire, je préfère qu'ils essayent de comprendre, qu'ils s'intéressent, que leur apprendre des pasouks par cœur et de leur dire demain, tu as 10 pasouks à apprendre pour la semaine prochaine, et puis ils ne les connaissent pas, ils s'en fichent, et puis une semaine après, ils les ont oubliés, et en plus, ils n'ont pas compris le sens des textes. Enfin, je trouve ça vraiment ridicule, en fait. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est assez récurrent et assez courant, donc c'est pour ça que je trouve que tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant est assez dans la réalité actuelle, en fait, dans nos écoles juives à l'heure actuelle. Je vous donne un exemple. J'ai une élève il n'y a pas longtemps qui a commencé, qui vient d'une famille plutôt traditionnaliste, qui a commencé à s'intéresser un peu à la vie juive, à Hachem, à tout ça. Et malheureusement, sa maîtresse a décidé qu'elle ne passerait pas au niveau toranique, puisque elle n'avait pas eu des bonnes notes dans ses évaluations dans les pasouks. Donc, vous voyez, c'est un exemple très concret de ce qui peut se passer à l'heure actuelle en école juive au niveau des professeurs de Kodesh. Alors, il y a des systèmes extrêmement différents. C'est vrai que certains ont un objectif de quantité, mais ce n'est pas parce qu'on recherche une quantité que forcément ça se passe mal. D'autres ont un objectif plus de qualité, mais ce n'est pas parce qu'on recherche la qualité qu'on y arrive toujours. Il y a des expériences et des classes où ça se passe bien. Il y a des classes où ça ne se passe pas encore bien. On va le prendre de manière positive. C'est pour ça aussi que cette réflexion de ce soir, elle était là pour essayer de parfois penser les choses autrement, pour ne pas, même si les programmes sont fondamentaux et importants, se dire ce qu'il y a au-delà du programme, et que le plus important, c'est quand même comment arriver à motiver les enfants. C'est bien notre problématique. Simplement, voilà, il n'y a pas une école juive, il y a autant d'écoles juives qu'il y a de structures scolaires, et il y en a qui réussissent mieux que d'autres, c'est tout. La question que vous posez, une question qui est la question du sens des choses. Cette question, elle n'est pas liée aux écoles seulement. On vit un changement dans la société juive mondiale qui s'oriente dans une grande dichotomie. D'un côté, il y a une sorte d'orthopraxie où la seule Torah, c'est la halacha, la loi, le monde des interdits, sans aucun sens, sans tu réfléchiras plus tard, et même les adultes. Des paroles
bienfaisante, comme ça, où il y a le mal et le bien, il n'y a rien qui est gris, tout est noir ou blanc. Et puis de l'autre côté, la pensée, des idées philosophiques, etc. Cette dichotomie-là, elle est préjudiciable au peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui est libre dans son esprit et attaché dans ses mains, disait le rabbi Israël Salanter. Nos actions, c'est la halakha. Notre pensée, elle est libre. Or, le peuple juif d'aujourd'hui s'oriente à détacher la pensée de l'action de la mitzvah. Donc il n'y a plus de sens à rien. Soit on fait les mitzvot et on ne comprend pas, soit on ne les fait pas et on pense dessus et on n'a pas le droit de penser dessus si on ne les fait pas. Ça ne sert à rien puisqu'on ne les fait pas. Donc c'est une question qu'il faut poser aux rabbins, c'est une question qu'il faut poser aux maîtres, aux gens qui s'occupent des communautés. Je suis un peu provocateur, mais il ne faut pas bassiner les adultes avec des choses stupides parce que ça nous revient chez nous en classe. Et les enfants s'en contentent. Et les professeurs le font aussi. C'est la question du sens général de notre peuple aujourd'hui. Sommes-nous, par exemple, hors la Goïm? Les chapitres de Ishayahu qui vont de 40 à 63, ils n'arrêtent pas de répéter Hachem attend de vous que vous soyez hors la Goïm, hors la Goïm, hors la Goïm. Sommes-nous hors la Goïm? C'est une question. Quel est notre ennemi aujourd'hui? Je sais que je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. J'ai le dernier train à 22h. Mais qui sont nos ennemis aujourd'hui? C'est les radicaux islamistes, qui ont des barbes et des kippas aussi comme nous. Hachem nous envoie un miroir de notre laideur. Qui on peut être si on n'explique pas la Torah? Je n'ai pas de concession là-dessus. Je suis sans concession là-dessus. La Torah doit être expliquée. Elle doit être vécue comme Adam l'a dit. Elle doit être chaude, vivante, aimante. Sinon, on a le miroir devant nous. Il s'appelle Hezbollah. Il a la même tête que moi, hein, Nasrallah. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui... Ouais. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il parle... Comme on est très sourd, on est une génération très sourde, il fait des mimes. Donc comme on ne comprend pas ce qu'il veut, il nous envoie la tête qu'on a quand on est moche. Voilà. D'autres questions ou d'autres réflexions? Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il y a un tel clivage à l'école juive entre d'un côté le Hol et d'un autre côté le Kodesh. Parce que c'est vrai qu'à travers ce que vous disiez, Monsieur Vingort, quand vous dites effectivement, là je prends conscience, quand on apprend le droit, on apprend à être une personne, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, c'est fondamental dans la relation des enfants entre eux, dans leur socialisation. Quand vous parliez d'être un chercheur, finalement, c'est un modèle qui peut servir quand on étudie un texte en littérature française ou quand on fait des maths ou de la bio ou n'importe quoi. Donc je trouve que finalement, le Kodesh, ça pourrait aussi... si on étudie un peu dans les méthodes que vous prenez, finalement, ça peut presque servir de modèle pédagogique. Beaucoup d'établissements travaillent sur cette notion de transversalité, mais ce n'est pas simple, parce que ça nécessite de la part des enseignants d'avoir une double culture, même si c'est une culture majeure et une culture mineure. Mais combien d'enseignants de matière générale, surtout dans les collèges-lycées, ont de connaissances juives qui permettent de faire des liens, et vice-versa? Combien d'enseignants de Kodesh ont une culture suffisamment large d'études générales pour pouvoir faire le lien? Ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe, il faut une volonté, mais c'est quelque chose qui, franchement, en regardant l'histoire de l'école juive, s'est nettement amélioré malgré tout, même si on a encore du chemin à faire, que si on regarde il y a 25 ou 30 ans. Les professeurs de Kodesh ont beaucoup accès à des documents qui sont très ordonnés. Si vous prenez la méthode de Gemara, la Robert, qui est dans ton bureau en français, comment s'appelle-t-elle? Veshinantam. Oui. Voilà. Les gens travaillent beaucoup en Israël, ils ont beaucoup travaillé sur ce genre de savoir complet. Par exemple, la nouvelle édition du Tanakh de Adin Stelzals, je vous recommande de l'acheter, elle est particulière. Toutes les plantes qui sont dites dans le Tanakh sont enseignées, montrées, photographiées, les animaux, les cartes d'Eretz Israël comparées. Et donc, si on veut faire un travail avec le prof d'histoire, ou avec le prof de géographie, etc., on peut le faire d'une manière très vivante, très joyeuse. Les outils sont presque
là. Il y en a. Il faut avouer qu'en France, le programme de l'éducation nationale nous bloque un peu. Il est très chargé. J'espère que d'ici 2021, il va se décharger. Puisque le nouveau bac a pour but, justement, de... Voilà. Je me permets juste encore de... Oui. Par rapport à la question qui a été posée, mon oncle, Moshe Bochko, qui était donc le Rosh Yeshiva, la Yeshiva Etzraïm à Montreux, et bien qu'il a introduit le bac à la Yeshiva, il a toujours refusé d'une manière systématique à appeler les études pour le bac les Limudei Chol. Il a dit que ça trompe entièrement. Il y a les Limudei Kodesh et les Limoudim Klaliyim. Et les Limudei Kodesh doivent rayonner par rapport aux Limudei Chol. Et les Limudei Chol, finalement, mais c'est pas les Limudei Chol, les Limudei Klaliyim, ils font partie intégrale de la connaissance d'un homme juif. Si je me permets encore de terminer par une petite anecdote, puisque j'ai commencé par une anecdote, je termine par une anecdote. Il y a, à l'époque, quand j'ai eu Bar Mitzvah, il y a le ministre Bourg qui est arrivé à Montreux pour ma Bar Mitzvah. Il était un copain de mon père à Berlin, et donc il est venu à Montreux pour la Bar Mitzvah. Et il était le ministre de la Poste. À l'époque, il n'y avait pas le ministre des Télécommunications, c'était le ministre de la Poste. Et alors, M. Zoltan Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, l'a interviewé. Il a posé la question suivante. Il a dit, écoutez, si j'envoie une enveloppe, parce qu'on a parlé avant, alors si j'envoie une enveloppe en Israël et je marque sur le destinataire à l'homme le plus intelligent d'Israël, où est-ce que cette lettre va aboutir? Les réponses instantanées du ministre des Postes, cette lettre ne va aboutir nulle part, c'est le facteur qui va l'empocher. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où justement il y a des nouvelles réformes au lycée, où justement on laisse les lycéens faire leur choix, choisir leur matière principale, leur spécialité. Pourquoi justement, pour motiver les élèves, ne pas leur proposer aussi en Kodesh de faire leur choix, de faire leur programme, de mettre en place justement une vraie cohésion et une vraie cohérence dans leur étude avec ce qui leur... je pense que c'est le... Enfin, on n'a pas trop parlé de ça justement. Alors, est-ce que tu sais quel est le critère nécessaire pour que ça se passe bien? Vas-y, dis. C'est que tous les profs soient attirants. Oui. Parce que sinon, il y en aura un qui n'aura personne dans sa classe. Un, c'est pas grave. Deux... Mais pourquoi ça se passe dans le Chol et ça ne se passerait pas dans le Kodesh? Non, dans le Chol, ça ne se passe pas comme ça. Tu es obligé de prendre une option. C'est pas que... Par exemple, tu prends la nouvelle seconde. Dans le Chol, tu es obligé d'avoir un enseignement optionnel. Quel que tu veux, tu t'en fiches. Art plastique, machin, tout ça. Tu es obligé. Si la prof d'art plastique n'a personne dans son option, le directeur est obligé de lui donner 1 heure en plus ailleurs. Il est obligé, il la recase. D'accord? Donc elle avale facilement qu'elle n'est pas tellement choisie. Mais le prof de Kodesh, imagine qu'il a 5 UV et qu'il a un contrat de 18 heures. Sur 18 heures, il a, on va dire, 13 heures Chova avec les petits et 5 heures en UV. Personne vient chez lui. Le directeur va être d'accord de le payer 5 heures à vide. Il ne le fera pas. Non, mais on peut remettre justement ce professeur dans les matières qui sont le plus demandées. Mais non, il faut que Alors, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il y a encore un problème de vedettariat et de qualité des profs. Il y a encore un grand problème de professeurs qui sont très attirants et d'autres qui n'y arrivent pas. Et les enfants ne se trompent pas. Tant que c'est Chova, tout le monde a tout le monde et on supporte. Il va falloir vraiment développer la formation pour que tous deviennent attirants. Voilà, c'est ça. Mais c'est une très bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée. On y a pensé à Yavne, je me rappelle, ils y avaient pensé. Mais comment pallier au problème des UV qui seront en désaffection? C'est un problème, les gens ont des contrats. L'État supporte ça, mais les écoles à fond privé ne le supportent pas facilement. Tu comprends l'idée? Oui, j'ai bien compris, mais c'était une idée en fait. Non, mais c'est une bonne idée, il faut la creuser. Oui, tout à fait. Il faut trouver les moyens de la mettre en place. Pour motiver les élèves. Oui, c'est tout à fait juste. Ça va dans le bon sens. Il faut y réfléchir. Merci pour vos interventions et tous vos précieux conseils. Moi, aujourd'hui, je suis en tant que stagiaire à André Neher depuis maintenant 1 an. Et nouvelle enseignante. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que souvent dans les écoles, on nous demande, on nous donne des programmes, ce qui est tout à fait normal et
et on en a besoin. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un besoin d'intéresser les élèves au collège et on se doit d'utiliser des manières ludiques, par exemple le théâtre, par exemple le visuel, tout, le sensoriel, etc. Et ça demande beaucoup de temps en classe. Alors on est devant un dilemme entre la qualité et la quantité, si je pourrais dire. Et donc, voilà, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Comment lier les deux par rapport aux demandes de l'école? Aucun directeur, je dis bien, ou responsable de collège ne s'opposera lorsque, en rentrant dans la classe, il verra les enfants aimer la matière, connaître ce qu'ils connaissent, sans tenir compte de la quantité. Je suis convaincu de cela. Ou alors, je pense qu'il y a encore un sérieux problème. Vous imaginez ce que ça signifierait? Suivre le programme absolument et créer un ennui, un stress, un désintérêt, uniquement les notes et machin, etc. C'est pas possible. Malheureusement, ça se passe. Moi, je dirais que peut-être la première des choses, c'est justement, en début d'année, dans la première réunion pédagogique, discuter de cela, demander quelqu'un qui finalement va évoquer ces problèmes au directeur, un responsable de collège, quoi, qui est à l'écoute, qui rentre dans les classes, avec qui on peut échanger. C'est vrai que c'est important. Après tout, dans les matières il y a le matière générale, il y a le conseiller d'éducation, il y a ci et ça et tout. Et nous, pour le collège, il y a tellement de richesses, il y a tellement de possibilités. Oui, il faut parler, il ne faut pas se laisser faire, voilà, je crois. Je te renvoie à ce qu'a dit Patrick au début. Si tu prends le temps que tu veux pour tisser un lien avec les enfants, c'est le lien à la base. Hein, si tu te rappelles ce que Patrick a dit, tu as un bon lien avec eux, ils t'admirent, ils te respectent, ils sont à l'écoute de ce que tu dis. Je peux t'assurer qu'aucun directeur, un bon responsable de l'école, il ne va pas t'en vouloir. Il va dire, les parents vont venir lui dire, vous savez, madame Intel, ma fille, elle court pour aller dans sa classe. Il ne viendra même pas te dire, mais pourquoi vous n'avez pas fini la paracha? Ah oui. Jamais. Ça n'existe pas. Je peux te l'assurer à 100%. Par contre, si tu es stressé par le programme et que tu dis aux enfants, bon, moi, on arrête les enfants, on doit faire de la halakha maintenant, c'est comme ça, après on va faire mincha, sinon on va louper mincha. Tu mets un stress et tout, donc évidemment, tu seras content, ton programme sera fait, mais ton directeur va te convoquer. Un bon directeur s'intéresse à ce que tu aies un bon lien. Et je conseille à Patrick de bien diffuser son introduction. Elle contient tout. Ce qu'il a dit en introduction, nous, on a illustré, mais elle contient tout. Les propos qu'il a mis en introduction sont une clé. C'est pour ça que je te demande gentiment si tu veux bien me filer tes pompes. Mais ce qu'il a dit en introduction, ça contient tout. Cette histoire du lien, si on ne la travaille pas, je vous assure, il n'y a pas de classe. Ah oui. Je crois qu'il faut aussi, si je peux ajouter juste encore avant, il faut jouer avec le temps. La relation prend du temps à s'installer en début d'année. Mais si elle est bien installée, alors on peut aller moins vite avant et après on peut faire de grandes choses lorsque on ne traîne pas les élèves, mais lorsqu'on court avec eux. Mais si vous êtes sans arrêt, parce que vous n'avez pas pris le temps d'installer une bonne relation positive avec vos élèves, en train de courir pour finir le programme, ils seront toujours derrière vous, vous serez toujours épuisés et le résultat sera médiocre. Prenez le temps, en début d'année, d'installer une relation positive, constructive, une connivence avec vos élèves pour qu'ils courent avec vous. Sachez courir avec eux et pas les traîner. Voilà, je me présente, je suis professeure des écoles et également professeure de collège. Donc, je travaille pratiquement à plein temps depuis plus de 15 ans et je manage parfaitement les transversalités entre les deux matières. Bon. Et j'ai plusieurs remarques à faire à ce niveau-là. La première qui me vient à l'esprit, d'après tout ce que j'ai entendu, c'est hélas un manque de collaboration entre les personnes, les programmateurs en fait, ceux qui élaborent un programme de Kodesh pour l'année, avec les enseignants qui, eux, sont pratiquement terre à terre avec les enfants et qui savent exactement les limites de l'enfant. Étant professeur de rôle, donc d'éducation nationale, on sait qu'on doit s'attarder sur les acquis et non pas aller au-delà pour finir un programme, mais vraiment
être sûr que les acquis soient bien là, même s'ils sont au minima. Ce n'est pas le cas en Kodesh. En Kodesh, il y a vraiment une course à finir un programme, tout simplement. Deuxièmement, en Chol, on a pallié cette année au système de notation. Depuis l'année dernière déjà, on passe des non-acquis à acquis ou en cours d'acquisition. Ça aurait été très bien aussi que ce système se rapporte au Kodesh, parce que c'est quand même une notation qui est beaucoup plus positive. Vous l'avez pas fait ? Et j'irais même à dire qu'on enlève pratiquement les non-acquis des notations. Et on met tout simplement en cours d'acquisition ou acquis tout court. Et il y a autre chose qui a été banni, du moins, c'est que nous, on l'a vu par expérience, que lorsqu'on a étudié, mettons, je parlais dire concrètement, lorsqu'on a étudié les halachot sur les brachot, et qu'on a clôturé tout un trimestre de travail par un concours qui était totalement ludique, on a vu les enfants s'éclater, on a vu tous les acquis apparaître, il n'y avait pas de notes et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et j'aimerais bien que cette collaboration entre les directeurs, enfin les directeurs ou les programmateurs, ceux qui mettent en place, qui élaborent un programme d'éducation juive dans l'école, puisse se faire en étroite collaboration avec les enseignants, que je trouve très souvent mis à part et ignorés. Voilà. Écoutez, là aussi, il y a des situations très diverses. Hein. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Il y a d'autres expériences, il y a d'autres réalités. Moi-même, je me souviens d'avoir participé pendant des années, lorsque j'étais prof de Kodesh, à la rédaction, à la mise à jour des programmes. Et c'était des programmes qui étaient pensés et réfléchis par l'ensemble des profs de Kodesh. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche bien. Lorsqu'ils sont partie prenante, ce n'est pas une loi qui nous tombe d'en haut sans aucune implication. Ça devient notre programme et du coup, ça marche mieux. Il y a encore des progrès à faire. Non, mais j'en suis conscient. Parce que vous êtes un institut de formation. Oui, tout à fait. Et je me dis que ça serait vraiment utile de mettre en évidence toutes ces intelligences. Vous avez raison, et c'est ce que nous essayons, nous, en tout cas, de mettre en place dans les formations, ce qui a été travaillé cet après-midi, qui a été travaillé à d'autres moments. On veille toujours à faire réfléchir les enseignants sur la programmation, sur les progressions pédagogiques, pour que ça leur parle et qu'ils soient progressivement associés à l'élaboration de ces programmes. Parce qu'on le voit bien, si c'était des programmes comme ceux de l'éducation nationale, alors on n'aurait pas de problème. Parce qu'entre le bulletin officiel et la réalité du terrain, il y a un passage à la moulinette par l'esprit de l'enseignant, qui va transformer un texte cadrant en programmation de terrain. Mais lorsque ce sont des programmes d'études juives qui se présentent déjà comme des programmations de terrain qu'on reçoit tout fait, forcément, il manque un maillon dans la chaîne et ça pose problème. Vous avez raison. Pendant des années, la plupart des professeurs de Kodesh sortaient d'une yeshiva et c'est tout. Ils n'avaient aucune pédagogie de l'enfant, psychologie de l'enfant et ainsi de suite. Et donc, à l'heure actuelle, dans les écoles juives, en tout cas, moi, ce que je vois dans les écoles juives parisiennes, pas toutes, bien sûr, je généralise pas, mais allez, on va dire 70%. Les professeurs ne sont pas sortent de yeshiva, mais ne sont pas n'ont pas assez de connaissances sur ce qui est la psychologie de l'enfant, la pédagogie, à part ceux, bien sûr, que j'ai vus qui sortaient excusez-moi, de votre centre de formation, en vérité. Hein. Bah, écoutez, continuez à faire de la promotion pour l'Institut André Neher. Non, mais c'est vrai, mais c'est regrettable parce que du coup, j'ai énormément d'élèves que je vois, que je récupère, qui sont dans un état où ils n'aiment plus la matière juive, s'éloignent totalement. Parce que, comme je vous ai dit, 10 passouk à apprendre pour le lendemain sans connaissance. Regardez, c'est la réalité. Dans les séminaires de jeunes filles, il y a toujours des modules de pédagogie et de connaissance de l'enfant. Dans les structures habituelles de formation des hommes, dont le modèle par excellence est la yeshiva, ce n'est pas prévu et ça ne va pas changer. Donc il faut bien qu'on cueille les enseignants de Kodesh lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont embauchés, parce que ce n'était pas forcément leur choix premier dans l'étude. Mais lorsqu'ils deviennent enseignants de Kodesh, c'est là qu'on essaye de les inviter à entrer en formation. C'est un cycle de 2 ans à raison d'une demi-journée par semaine. Faites de la publicité comme nous. On est en train de recruter pour la prochaine rentrée
Et tous ceux qui le veulent, hommes et femmes également, bien évidemment, en exclut personne, sont les bienvenus. Merci pour votre participation et votre présence ce soir avec nous. Et on espère de nouveaux rendez-vous.